le cavalier King Charles Spaniel. Rien que le nom, ça fait un peu rêver, non? On imagine tout de suite l'élégance, la douceur, une sorte de petit prince des chiens. Et franchement, c'est pas faux, son charme est absolument légendaire. Sauf que voilà, derrière cette bouille d'amour se cache une réalité bien plus compliquée. Une histoire de santé qui est devenue aussi célèbre, malheureusement, que son caractère en or. Alors, pour bien comprendre ce grand écart, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va s'attarder sur ce qui le rend si craquant. Ensuite, on va plonger, et c'est la partie difficile, dans la crise de santé qu'il menace. Après ça, on verra le combat, parce que oui, il y a un vrai combat mené pour le sauver. Et enfin, on se posera la question, qu'est-ce que ça implique concrètement si on veut en avoir un à la maison? Allez, on attaque la première partie. Le chien de compagnon idéal. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tout le monde craque pour lui? Qu'est-ce qui fait du cavalier le compagnon de rêve pour tant de gens? En fait, pour comprendre, il suffit presque de lire la description officielle de la race. Le standard parle d'une expression douce. Et c'est exactement ça. C'est ce regard, cette douceur qui est la clé de tout. C'est ce mélange de grâce et de gentillesse qui fait qu'on ne peut que tomber sous le charme. Et puis, il faut voir à quel point il est polyvalent. C'est incroyable. Il veut tellement faire plaisir qu'il est juste parfait si c'est un premier chien. Il est petit, il est calme, donc la vie en appart, aucun problème. Il s'entend avec tout le monde, les enfants, les autres animaux. Bref, vous voyez le tableau. Sur le papier, c'est le chien parfait. Il coche absolument toutes les cases. Oui, mais voilà, c'est là que tout se complique. Parce que ce portrait idyllique, il cache une face beaucoup plus sombre. Un poids énorme que la race traîne depuis bien trop longtemps. Ok, on entre maintenant dans le vif du sujet, le côté obscur. La crise cachée du cavalier, ce sont ses maladies génétiques. Et attention, on ne parle pas de petits bobos, on parle de pathologies graves, très répandues. Une véritable crise. Et le premier ennemi, le grand méchant de l'histoire, c'est la MVD, la maladie valvulaire mitrale. Le club de race français, ils n'y vont pas par 4 chemins, ils appellent ça un véritable fléau. Et c'est exactement ça. C'est une maladie du cœur, héréditaire, qui pendant des années a emporté ses chiens beaucoup trop jeunes. Le deuxième gros problème, c'est la syringomyélie, ou SM. Et là, on parle d'une maladie neurologique qui est juste terrible. Pour faire simple, imaginez que la boîte crânienne est trop petite pour le cerveau. Du coup, ça coince, ça bloque la circulation d'un liquide essentiel et ça finit par créer des poches de liquide, des cavités, dans la moelle épinière. Et ça fait atrocement mal. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a le SCF, le syndrome de chute épisodique. C'est une maladie génétique qu'on trouve que chez eux. C'est leur spécialité, si on peut dire. Ça provoque des crises de raideur musculaire. C'est super impressionnant. Le chien, surtout quand il est jeune, peut littéralement s'effondrer tout raide d'un coup. Et pour bien mesurer l'ampleur du problème de la syringomyélie, regardez bien ce chiffre. 70%. 70% des cavaliers à l'âge de 6 ans ont la malformation qui peut causer la maladie. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils seront tous malades et en souffrance, mais ça vous montre à quel point le problème est partout. Il est dans les gènes de la race. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos, honnêtement. Bon, après ce tableau assez noir, on pourrait se dire que c'est foutu, que la race est condamnée. Mais non! Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce qu'il y a des gens, des passionnés, des éleveurs, des clubs qui se battent. Alors voyons voir comment ils mènent ce combat pour la santé de leurs chiens. Et ce combat, il ne date pas d'hier. Regardez ça. Dès les années 90, le club de race français a pris le taureau par les cornes. Ils ont créé un groupe d'études, ils ont réfléchi, et le vrai tournant, c'est 1995. C'est là qu'ils décident d'utiliser l'échocardiographie. C'est super important, parce que cet examen permet de détecter le problème au cœur bien avant les premiers symptômes, bien avant qu'on entende quoi que ce soit au stéthoscope. Et la question c'est, est-ce que ça marche? La réponse est oui. Regardez ce graphique. Il montre en gros que la santé du cœur des chiens s'est améliorée avec le temps. Les chiens nés plus tard, après plusieurs années de dépistage, avaient en moyenne un cœur en bien meilleure santé. C'est la preuve que quand on sélectionne sérieusement, ça paie, c'est concret, c'est mesurable. Et pour l'autre maladie, l'EFS, l'approche a été tout aussi intelligente. Quand le test génétique est arrivé en 2012, le club n'a pas paniqué en interdisant tout et n'importe quoi, non. Leur premier réflexe a été de dire « Ok, stop ». D'abord, on collecte les infos, on fait des tests, on regarde combien de chiens sont touchés, combien sont porteurs, et après, on décidera quoi faire. Une approche basée sur les faits, pas sur la peur. Et la preuve de cette démarche, c'est ce tableau. Ils ont publié les résultats, en toute transparence. On voit bien, année après année, le nombre de tests qui augmente. Et ça leur a permis de cartographier la situation. Le bilan? Heureusement, la plupart des chiens testés sont indemnes, donc pas de souci pour eux. Mais on voit aussi qu'il y a un bon nombre de porteurs et quelques-uns atteints.
Ça donne une vision claire pour pouvoir bien travailler. Ok, on a vu le portrait du chien parfait, on a vu les gros problèmes de santé et on a vu le combat des éleveurs. Tout ça nous amène à une question très pratique, la question finale en quelque sorte. Concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui d'accueillir un cavalier chez soi de façon responsable? Première question qu'on se pose souvent, le budget. Est-ce que le cavalier est un chien qui coûte cher? On pourrait se dire que non, c'est un petit chien, il ne mange pas beaucoup, mais la réponse est un peu plus compliquée que ça. Parce qu'en fait, le coût de tous les jours, c'est une chose. Mais le vrai budget à prévoir, c'est le budget santé. Avec des risques de maladies cardiaques, neurologiques, les frais de vétérinaire peuvent vite, très vite grimper. Il faut vraiment l'avoir en tête. D'ailleurs, une bonne assurance santé pour un cavalier, ce n'est pas un luxe, c'est quasiment une obligation. Autre question de style de vie. Est-ce que c'est un chien pour les sportifs? Est-ce qu'on peut l'emmener faire son jogging, partir pour de longues randos en montagne? Là, la réponse est claire, nette et précise. Non, absolument pas. La raison est simple. Regardez sa petite bouille. Il a le museau court, on dit qu'il est brachycéphale. Ça veut dire qu'il respire moins bien que les autres chiens et qu'il est très sensible à la chaleur. Donc les sports intenses, les efforts prolongés, c'est juste pas possible, c'est même dangereux pour lui. Alors, pour résumer, quel est l'engagement à prendre quand on choisit un cavalier? On pourrait le voir en 4 points essentiels. 1. On fait ses devoirs et on trouve un éleveur hyper sérieux, un qui suit vraiment les protocoles de santé. 2. On demande à voir les tests des parents. Cœur, yeux, tests génétiques, tout. On ne se contente pas de belles paroles. 3. On anticipe le budget vétérinaire, on est prêt. Et 4. Le plus important peut-être, on lui offre sa présence. Ce n'est pas un chien qu'on peut laisser seul des heures. Il a besoin de sa famille, c'est vital pour son équilibre. Et tout ça, toute l'histoire de ce petit chien, ça nous ramène à une question bien plus grande finalement. Avoir un chien, n'importe lequel, est-ce que c'est un droit qu'on a ou est-ce que c'est avant tout une responsabilité qu'on prend? Aimer une race, ce n'est pas juste admirer ses qualités, c'est aussi connaître ses fragilités et faire tout son possible pour son bien-être et pour l'avenir de la race. C'est ça, la vraie responsabilité.